Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de vous connecter, d'avoir pris le temps de vous connecter euh, d'où que vous soyez dans le monde. Bienvenue, je suis Paola Velado et je serai la modératrice de la session de ce jour sur le sujet qui nous réussit. Groundwork est une initiative euh, qui est appuyée par la Climate Aligned Youth Alliance et Philippa et moi travaillons ensemble. Peut-être que Philippa veut nous dire un mot. Et nous avons également Alvarado de Cloa, Philippa Bailey. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années sur le groundwork. C'est Philippa qui va gérer le chat et qui va s'assurer que vous recevez tous les liens vers les présentations qui vont être délivrées aujourd'hui. Le sujet de ce jour nous amène à parler de l'intelligence artificielle et son rôle grandissant dans l'identification du paysage des PAC. Euh, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, euh, elle a permis de lever des milliards de dollars cette année, 50% de plus que l'année dernière. Euh, Nous avons atteint plus de 1,3 milliard de dollars et le marché de l'intelligence artificielle mondiale se situe à 2,8 milliards de dollars et on s'attend à ce que d'ici à 2030, ce budget dépasse les 3 milliards. Diapositive suivante, je suis désolée. Donc, voilà les chiffres auxquels nous intéressons aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'un boom financier, mais également d'un boom matériel qui a des implications territoriales et climatiques. Axel, diapositive suivante, s'il te plaît. Les centres de données qui soutiennent ou qui supportent les données de l'IA consomment en termes d'électricité 945 térawatts et cela doit doubler dans les prochaines années. Cela va faire que le secteur de la consommation électrique en matière d'intelligence artificielle va être à peu près équivalent à celui du Japon. Euh, En d'autres mots, d'ici la fin de cette décennie, les centres de données mondiaux utiliseront autant d'électricité que le Japon ou que le Mexique et le Brésil ensemble. Une étude a montré que les 2 tiers des centres de données qui ont été construits au cours des 3 dernières années sont localisés dans des régions sujettes au stress hydrique. Chacun de ces centres de données peut consommer jusqu'à 25,5 millions de litres chaque année. Major Technological Company a rapporté que cette consommation a énormément augmenté de 20 à 34% depuis 2023. C'est énorme. Et cette augmentation est directement liée à l'activité de l'intelligence artificielle. Un seul centre de données peut consommer 2,8 millions de litres d'eau. Et ça, c'est sans compter tout ce qu'il faut en termes de consommation tout ce qu'il faut en termes de consommation d'Internet. Cela soulève donc des questions préoccupantes en matière de justice hydrique, particulièrement pour les populations autochtones
qui font face à ces problèmes de stress hydrique. Euh, les populations autochtones sont absolument absentes du cadre qui régule le déploiement de ces ressources-ci. Alors, on fait face à l'émergence de l'extractivisme dit numérique, les données sur les mines et leurs connaissances qui sont exploitées sans leur consentement. Dans le même temps, à travers les différentes régions, les innovateurs autochtones sont déjà en train de leader les activités de suivi, de cartographie et de revitalisation du langage. Ces efforts démontrent que la technologie peut servir la gouvernance autochtone dès lors qu'elle est ancrée dans leurs valeurs culturelles. La discussion d'aujourd'hui tombe à point nommé car nous sommes juste en amont de la COP 30 et des engagements climatiques et en matière de biodiversité sont en train d'être conçus. La technologie numérique influence déjà les flux de financement climatique, la vérification du carbone et les crédits carbone également. Cependant, les populations autochtones ont souvent très peu de contrôle sur sur les données qui soutiennent la prise de ces décisions et même quand elles sont prises dans leur communauté ou sur leur territoire. Donc aujourd'hui, nous voulons savoir, ce que nous voulons demander à nos panélistes, c'est comment est-ce que la souveraineté des données autochtones et le consentement préalable informé peut guider peut orienter une utilisation responsable de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'IA serve les communautés et non ne les détruise. Passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Avant de passer la parole à notre premier orateur, je vais vous présenter. euh, Nous avons approché le Feminist Digital Rights et différents autres aspects qui reflètent ici en quoi la conversation sur l'IA a évolué. Donc, Maya Tsutsujil va ouvrir la conversation du point de vue des populations autochtones et va nous ancrer dans les réalités territoriales du développement de l'IA. Mariana Tamari, qui est co-directeur de Coding Rights. Elle va nous expliquer en quoi la colonie et le mouvement de justice des genres euh, est impliqué. Docteur Katharina Rouchereau, qui est professeure associée à l'Université de Otago en Nouvelle-Zélande, va nous montrer comment le cadre autochtone, y compris la souveraineté des données maoris, informe ou documente l'émergence de l'utilisation de l'IA. Ensuite, nous avons un représentant de l'N-Portal qui va nous présenter en quoi est-ce que les organisations d'open source peuvent accompagner la souveraineté autochtone en pratique. Ensemble, nous allons voir quels sont les risques et les opportunités et la responsabilité partagée de définir l'IA selon la manière dont il doit être utilisé sur les territoires des PAC. Nous passons à présent la parole à notre premier orateur qui va nous montrer en quoi est-ce que l'IA interagit avec euh, le climat, la biodiversité, comment est-ce que les PAC le sont affectés et va également parler de l'empreinte de l'IA sur la biodiversité, notamment la destruction des ressources hydriques qui sont mises à disposition de l'activité de l'IA. Brian, vous avez la parole. Merci, Paola. Merci à tous d'être présents. Euh, alors,
Nous travaillons au Guatemala. Je suis également le coordinateur global de la Coalition Search qui garantise euh, nous avons donc, nous travaillons avec la Fondation Patani et Earth Voice and Voices. Et nous sommes également membres du groupe de travail international des sujets autochtones. La Coalition est une plateforme qui permet d'autonomiser les peuples autochtones pour qu'ils puissent jouir de leurs droits, mettre en marche et respecter le droit au consentement libre, préalable, libre et informé et qu'ils puissent également avoir accès à leurs droits. Donc, j'ai une présentation que je vais vous faire et j'aimerais euh, je vais commencer par une question. Pourquoi est-ce que les peuples autochtones et leurs droits sont des catalyseurs de l'intelligence artificielle? Je vais commencer donc par une question. Alors, Galina Anga, qui est une de mes mentors et qui fait partie de ceux qui ont créé la Coalition Short, a formulé cela de manière très intéressante. Euh, donc, c'est une question fondamentale. Euh, OK. Je pense donc à la fin de notre débat et nous allons pouvoir répondre à cette question. C'est important que nous comprenions quel est l'impact, quelles vont être les conséquences du changement et pour tous. Et qu'est-ce que cela suppose pour notre autonomie, pour notre biodiversité, pour notre travail, pour nos activités? Après avoir dit ceci, j'aimerais commencer ma présentation avec une petite provocation dans la mesure où nous voyons les sous-questions que nous voulons aborder dans le cadre de cette présentation. Donc, quand les gens disent qu'il y a un nuage, ces choses ont lieu, en fait, c'est quelque chose d'amorphe qui a lieu. Ce n'est pas quelque chose d'amorphe, c'est quelque chose de clairement matériel. Ça a besoin de minéraux, d'eau, d'énergie. Ça requiert de l'intelligence humaine et du labeur humain. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que cela est façonné par les perspectives du monde et les priorités de ceux qui conçoivent et profitent de cela. L'IA ne reflète pas toutes nos priorités et toutes nos visions du monde. Cela dépend de ceux qui entraînent l'IA et de quelle information est alimentée et quelle est l'information qui est dite acceptable. C'est ça une des questions qu'il faut demander. Et aussi, bien sûr, ça a déjà été positionné comme une solution à la crise climatique. Et c'est quelque chose sur lequel nous devions mettre un grand point d'interrogation à côté. Est-ce que c'est vraiment une solution à la crise climatique? Est-ce que ça peut accomplir la tâche? Ou est-ce que c'est encore une fois une autre fausse solution, comme ce qu'on voit avec les biocarburants, avec les marchés du carbone? Donc c'est pour ça que pour les peuples autochtones, c'est important de parler du droit à l'autodétermination et le consentement libre préalable éclairé sur la gouvernance minérale et aussi sur les préoccupations de propriété intellectuelle et la numérisation de la biodiversité, qui sont toujours des préoccupations que nous avons. Je sais que Paola a déjà partagé une partie des données importantes et donc je veux parler de la consommation d'électricité. Qu'est-ce que cela veut dire? Paula a déjà partagé que l'Agence internationale d'énergie a prédit que la consommation énergétique globale des centres de données est prédite de doubler d'ici à 2030 dans les projections. Et elle a mentionné que c'est à peu près l'équivalent de la consommation électrique totale du Japon d'aujourd'hui et que les États-Unis vont faire partie de la plus grande part de cette augmentation, la projection de cette augmentation, suivie par la Chine.
qui est aussi encore plus important à dire, c'est que nous ne savons pas quelle sera la consommation énergétique, en lien avec l'usage de l'IA. Ce que cela veut dire, c'est que quelle sera la consommation énergétique en lien aux utilisateurs finaux et l'automation, par exemple. Ce sont des grandes questions qu'il faut considérer. Il y a plein de communautés autochtones qui n'ont pas l'électricité aujourd'hui. Et donc, comment allons-nous équilibrer ces choses-là pour aller dans un futur qui sera juste pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui profitent, mais pour tout le monde. Et donc, en lien avec cela, je veux dire brièvement qu'une grande partie de la consommation énergétique de ce qui est prédit d'augmenter ira vers la demande des batteries. Et ce que nous voulons dire par la demande des batteries, c'est que ces centres de données sont en fait des centres très larges qui requièrent des batteries pour stocker l'énergie. Et ces batteries sont utilisées pour stabiliser la fourniture, prévenir des manques d'énergie, des coupures d'énergie, et réduire le stress. Et qu'est-ce que cela veut dire pour l'extraction des minéraux? Ils utilisent ce qu'on appelle des systèmes de stockage d'énergie à batterie, BESS. Donc, l'agence énergétique prévoit que la capacité de stockage globale va augmenter par 10 d'ici à 2030. Et il y a un analyse de l'industrie que vous pouvez voir dans le graphique ici, qui s'appelle Romotion. Il connecte cette augmentation au centre de données, pas juste l'énergie renouvelable. C'est à peu près 10 à 15% de cette augmentation qui sera due au centre de données. Bien sûr, ça aura lieu principalement aux États-Unis, mais vu que l'IA est en train de prendre de l'ampleur, ils vont utiliser plus de batteries. Cela voudra dire plus d'installations, donc plus de batteries et plus de minerais. Qu'est-ce que ces systèmes de stockage à batterie, en quoi sont-ils construits? Quels minéraux utilisent-ils? Ils utilisent du lithium, du nickel, du cobalt, du graphite, du cuivre, de l'aluminium, des métaux rares. Donc, si vous regardez cela, euh, c'est à peu près les mêmes minéraux que le monde utilise actuellement pour les énergies renouvelables, les technologies d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que cela veut dire pour les terres autochtones qui sont déjà en train d'être usurpées ou par les compagnies minières qui disent qu'ils soutiennent la transition énergétique globale et que ces minéraux sont essentiels? Bien sûr, l'IA elle-même, les centres de données eux-mêmes ont une empreinte minérale, hein. On ne va pas aller dans le détail sur tout cela, mais le sondage géologique des États-Unis, comme vous pouvez le voir, les serveurs qu'ils utilisent dans la technologie IA, les chips, les chips, les stockages à aimants, utilisent beaucoup de minéraux. Et beaucoup de ceux-ci sont les mêmes que ceux qu'on utilise dans les technologies renouvelables. Il n'y a pas de corps officiel qui surveille la demande totale, globale des minéraux du Alia, mais donc nous avons besoin de plus d'informations pour vraiment comprendre quels seront les impacts. Mais je pense qu'on peut dire de façon assez sûre que c'est la même chaîne d'approvisionnement que la transition énergétique. Et cette table, c'est quelque chose que nous avons généré, que j'ai généré moi-même juste sur Google, en regardant un petit peu, faisant des recherches sur Google pour vraiment comprendre quels sont les minéraux qui sont utilisés. Et j'aimerais dire que les technologies IA et les technologies renouvelables sont connectées à la même infrastructure extractive. Le rapport de l'AIA le dit lui-même, dit que la chaîne d'approvisionnement qui implique le déploiement de l'IA, implique des minéraux critiques et des terres rares qui sont requis pour les mêmes centres de données, des centres de données. Et ici, on peut voir quels sont les minéraux qui sont utilisés pour les microchips, pour les serveurs, pour le refroidissement, pour la transmission, pour les réseaux électriques. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais on peut voir que voilà, les minéraux sont plus ou moins les mêmes. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où nous savons que 54% des minéraux qui sont actuellement extraits pour la transition énergétique viennent de terres autochtones.
C'est pour ça que les droits des peuples autochtones sont centraux pour ces discussions pour autour de la gouvernance minière. Maintenant, par rapport à l'empreinte de l'eau de l'IA, nous savons qu'elle consomme beaucoup d'eau pour le refroidissement, mais aussi pour tous les processus pour la construction, la génération d'électricité, la fourniture primaire d'électricité. L'AIA a rapporté euh, 560 millions de mètres cubes d'eau pour 2023, qui doublera d'ici 2030. 560 millions de mètres cubes. Et j'aimerais que vous regardiez ces dernières lignes en dessous qui parlent de la zone Asie-Pacifique, 50% de l'utilisation totale d'ici à 2030, parce qu'il y a beaucoup d'extensions de l'IA dans cette zone du monde. Et l'IEA, excusez-moi, en 2025, a noté que le nombre de personnes exposées au stress hydrique va augmenter de au moins 50% d'ici à 2030, 2050 à cause du changement climatique. Et je sais que Paula a déjà apparu sur l'écran, donc je vais juste terminer assez rapidement. L'IA est utilisée pour aller de plus en plus vite avec l'extraction minière, car elle peut absorber des données, des larges quantités de données pour trouver les dépôts minerais. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qui est propriétaire de ces données géologiques? Les peuples autochtones devraient avoir le droit à dire oui ou non pour fournir des données géologiques aux compagnies minières. Et si vous le mettez dans des situations réelles où les peuples autochtones vivent en isolement volontaire, par exemple, qu'est-ce que cela veut dire pour eux? Est-ce que nous allons les mettre en risque pour trouver ces minéraux, ces minerais? Et c'est un cycle vicieux. Si l'IA est déjà utilisée pour trouver des dépôts minerais, qu'est-ce que cela veut dire aussi pour le besoin croissant pour les minéraux, pour l'infrastructure de l'IA? Et juste pour dire finalement, il y a des conséquences matérielles. Nous avons vu qu'il y a eu la fuite chinoise au Zambia, la Chine se positionne pour fournir le cuivre nécessaire pour l'infrastructure de l'IA, mais il y a eu une grande fuite qui a eu lieu en février cette année, et je vous encourage à lire un peu ce qui s'est passé, ce que le consultant environnemental qui a été embauché pour à évaluer le dommage, ils ont dit que cela va impacter les générations futures. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Paula. Thank you so much. Thank you so much, Brian. That was a very powerful framing on how this digital and Merci beaucoup, Paula. physical C'était vraiment technologies intéressant de voir converge, comment but ces also frontières how we digitales feel, how we et feel environnementales convergent et and de in voir that sense quelles so sont les so conséquences réelles et matérielles de rapid cette advancement in avance that rapide technology. dans la technologie de l'IA. Let's turn now from the Maintenant, on technical va detail to the passer celebrity de movements l'échelle of territoriale aux mouvements consciousness sociopolitiques across Latin qui sont America. confrontés à ces So problématiques à next travers we l'Amérique hear from latine. Donc Maria maintenant, on va passer la parole à Marie, Tamari, qui nous Brazil. rejoint du Brésil. Mary brings a Marie feminist and Latin apporte American lens une to this perspective debate. féministe et We'll hear how latino-américaine. Elle va feminism partager comment les colonial mouvements féministes et décoloniaux indigenous confrontent activism l'extractivisme questions who digital controls technology et remettent en cause qui contrôle la technologie et Tamari plaidoient says pour des that droits basés sur her la presentation gouvernance focus on féministe. a case study from Elle va se Brazil focaliser sur un cas d'étude exploring du how Brésil qui explore comment la digitalization and numérisation de through l'agriculture satellite et les données data satellites et d'autres systems has systèmes affected both ont governments and affecté the à la fois traditional les in communautés Brazil. traditionnelles et environnementales Thank au you for being with Brésil. us, Marie, Maria. merci d'être avec nous aujourd'hui. Good morning, Bonjour à tous. everyone. Thank you, Merci Paula Paola and et l'équipe de Groundwork for the Groundwork pour invitation. l'invitation. First, the debate on Alors, par rapport AI, au débat sur l'IA how it's affecting et comment elle traditional and affecte indigenous communities, les communautés is traditionnelles et very autochtones, important. elle est très And importante. Il est très important ce débat. these Et je pense que efforts les just efforts align with de s'aligner, that aligns je with pense que ça what s'aligne we as coding rights sur ce que nous, à are Coding working Rights, nous right now. faisons depuis un certain temps. We are a Nous sommes une feminist organisation organization that féministe works in the qui travaille à intersection of l'intersection des technologies, human rights, des droits de l'homme social and et les environmental conséquences justice socio-environnementales in the dans les territories. territoires et pour les territoires et les gens. The idea of this project Ceci est behind l'idée me, pour le projet qui est derrière moi, the map of international la territories carte des which territoires que we nous use to utilisons discuss pour with discuter avec university les students, communautés traditionnelles, les etc. étudiants, etc., How the comment internet l'Internet and the tech ou le cloud cloud, le nuage de cannot la stay technologie n'est above pas the end. It cette will chose eventually éphémère migrate, dans le ciel, but mais comme instead Brian l'a before dit, it
c'est quelque chose de matériel qui se matérialise dans nos territoires, et spécialement dans les terres traditionnelles et autochtones. Par exemple, les énormes centres de données, comme Brian l'a montré, l'extractivisme minéral, les déchets électroniques, la pollution atmosphérique. À la fin, je vous laisserai le lien au projet pour que vous puissiez le regarder, mais je pense que c'est un visuel très intéressant. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Après, je vais vous parler de Tramas, qui est un projet que nous venons de lancer récemment, qui est pour l'instant seulement en espagnol et en portugais, mais qui sera bientôt en anglais aussi en novembre, ceux qui ne parlent pas portugais ou espagnol. C'est une plateforme féministe et décoloniale pour la recherche d'action pour la justice environnementale. C'est un projet qui a été développé par une coalition latino-américaine et féministe pour la justice sociale et environnementale. Et la plateforme avait des cas d'études sur les impacts et la résistance au centre de données au Querétaro au Mexique, les métaux rares au Chili, dans lesquels il y a une très forte résistance autochtone à l'extraction des terres rares, et Jalisco au Mexique, un territoire qui est connu comme la Silicon Valley mexicaine. Tous sont centrés sur l'impact sur les communautés, les impacts socio-environnementaux, mais centrés autour des communautés et leur résistance. Et le projet sur lequel je vais parler aujourd'hui, c'est le cas d'étude que nous avons développé au Brésil, qui vise à répondre aux questions de qui a la voix et qui finit par être amené au silence dans le processus de la digitalisation monoculturelle, qui a beaucoup à voir avec l'IA. C'est pour ça que je vous parle de ce projet aujourd'hui. Et pourquoi c'est crucial de contester ces discours d'un point de vue et d'une perspective décoloniale. Euh, le Brésil, avec la Chine et les États-Unis, sont les plus grands producteurs de monoculture, de semences de monoculture dans le monde. Et c'est pour ça que nous avons commencé d'un endroit emblématique qui est le show agriculturel du Brésil, qui est l'un des plus grands shows agriculturels du monde. Et nous avons trouvé que il y avait plus de technologie là-bas que dans les foires technologiques. L'agriculture aujourd'hui est très technologique, spécialement pour les contrées comme la Chine, le Brésil, les États-Unis, dans lesquels il y a une grande industrie de monoculture. C'est comme des gros tracteurs qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux et contrôlés par des logiciels d'IA. Tout ça, en fait, sur quelque chose de gros et ça peut et qui répondent en fait ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais des agrotoxiques. Et là, la reconnaissance grâce à l'IA. Et donc, nous voyons comment les terres sont représentées par... Mais il n'y a pas les gens qui généralement sont sur cette terre. C'est ça qui est vendu donc dans ce genre de foire. C'est aussi quelque chose, ce point jaune, c'est la représentation. Il y a les tracteurs
Il y a les petits tracteurs ici qu'on voit. Ce sont des tracteurs qui sont contrôlés de façon à distance dans les champs. Il y a vraiment un futur technologique qui nous est vendu dans ces foires. Donc, ce futur imaginaire a l'air très technologique. Il est très exclusionnaire. C'est un futur qui est construit par la plupart des personnes très riches avec une composante héréditaire, héréditaire de père en fils, comme on voit ici avec les publicités qui sont dans l'agro-show, dans la foire agriculturelle. C'est un futur qui vénère les armes et l'imaginaire de domination, comme comme l'a critiqué l'écrivaine euh, de science-fiction féministe, ou David Coppola, qui est un autochtone brésilien. Ici, comme ce tracteur miniature qu'on voit sur la photo, qui est fait pour que les enfants jouent dans la foire. Donc, c'est une logique de passer cette narrative destructive des parents jusqu'aux enfants. Il y a un espace pour que les gens puissent jouer les enfants puissent jouer avec les machines. Et derrière, nous voyons le tracteur qui mange les arbres de la terre. Et nous voulions donc parler de ça car ce discours, on ne discute pas de la collapse du climatique, de la faim, de la préservation des terres, ni même de la présence des communautés autochtones ou terres traditionnelles. Il y a tout simplement des images de cartographie numérique. Ils sont rendus invisibles par des algorithmes et des images satellites qui servent la monoculture. Et ceux qui ont une voix dans ce grand futur sont les grandes compagnies technologiques et les grandes compagnies agricoles, comme Amazon, Microsoft, qui font des partenariats de millions de dollars avec Bayer, Syngenta, John Deere, et tous les logiciels qui manipulent ces machines sont faits sont maintenant accélérés par l'IA. Donc, ce dont nous voulons parler, c'est que avant que la monoculture high-tech se consolide dans les territoires, il y a un processus d'effacement et de silencement pour l'expansion de ces frontières agricoles. Et nous avons apporté l'histoire dans Miss Aimunda, qui est une matriarche dans une communauté qui s'appelle Glebatawa, dans le nord du Brésil, dans la savane brésilienne qui s'appelle le Cerrado. Et elle représente elle nous parle de ce qui s'est passé avec les communautés autochtones et leurs terres. Sa vie est vraiment connectée, entrelacée avec ce qu'on appelle l'avance de la frontière agricole, qui est, dit, qui est en dispute par les agriculteurs de soja et qui utilisent l'expulsion et les technologies violentes, comme nous les voyons, qui va des drones avec l'agriculture de précision qui utilise l'IA pour effacer les personnes traditionnelles de la carte. Ces mêmes drones qui sprayent l'eau dans le champ d'agriculture. Miss Raimona nous parle de cela et nous dit que dans ces communautés, ils sprayent des poisons sur leur culture bio et sur leur maison, et ils sont utilisés non seulement pour tuer leur culture et les, é- les renvoyer de leur communauté, mais aussi pour les terrifier. Donc nous avons l'intelligence artificielle, les avances d'intelligence artificielle qui sont utilisées pour, et les technologies avancées qui sont utilisées
pour renvoyer les personnes de leur territoire et légitimer l'usurpation des territoires, aussi avec l'infrastructure numérique publique qui sont utilisées dans l'usurpation des terres. And so it's not only a physical violence, but also an epistemic and digital kind of violence over these people, right? And so I wanted to bring this as it is. I mean, we see it's not supposed to be an Moi, like an we are not against the advance of artificial intelligence or against l'intelligence artificielle, the advance of technology itself, but we have to look at it and how it's affecting the people and the territories. And what we can't have is that these technologies and this imaginary erases all the resistance from the people because Ms. Raimonda, for example, is a community leader and represents traditional people fight in these places against all this advance of the technology over the territories. And patriarchy, racism, and colonialism are the same root. The ones that we have now are the same roots of the model that has led us to the climate crisis. And so I think making these connections is very important to understand artificial intelligence on these days. And I think Paula has shown already, so I think I've already talked a lot. So No, that's it's I think we perfect, can Marino. discuss Thank you. a bit Thank you more so later. Yes, we will. We will have questions at the end of all the presentations. There are questions from the audience, but also questions that we represent. And I have to thank you, Mary. We could stay hours with you, Brian, and all the speakers just talking about this really interesting dynamic and topic. But thank you for reminding us that the politics of technology are inseparable from the politics of gender, territory, and ultimately the politics of power. Let's now look at how these questions are starting to be addressed within public policy and data governance networks and frameworks. So our next speaker today is Katharina. Katharina will help us zoom out to the policy level and exploring how indigenous frameworks are influencing national and regional approaches to AI and data governance. She will share examples of emergency policing frameworks that embed indigenous values, consent mechanisms, and FPIC into data systems, and discuss how communities are addressing the risk of large-scale data harvesting. Katharina, welcome. Over to you. Thank you. I'll just share my screen. Okay. So, first I offer a greeting from my tribe of Ngaitahu, our mountain Hikaroroa, and our river Waikawaiti, and our great Alors lakes of ici, freedom. on voit We que also acknowledge all our ancestors, euh, those who will come. My name is cela Katharina. reconnaît mes ancêtres. So I've framed Donc, this conversation in three parts. j'ai cadré cette conversation en trois parties. Problems with AI from an Indigenous Les problèmes sur l'IA d'une perspective autochtone, des initiatives émergentes et aussi de la pratique qui peut nous aider. Avant, nous avons eu une grande discussion et c'est très bien qu'on se rappelle de cela, de la matérialité de l'IA. Ce n'est pas une technologie homogène. Elle est même si ses bases matérielles sont homogènes, son utilisation est hétérogène. Et donc, notre réponse peut être hétérogène aussi. Et donc, c'est ce que nous commençons à voir dans nos réponses.
Donc, les problèmes sont matériels. Je vais brièvement parler de ça, mais c'est aussi institutionnel. Et par institutionnel, je veux dire que le niveau de règles, de croyances, de normes, d'organisation, et il y a aussi probablement d'autres cadres qui peuvent être appliqués, mais je pense que ce cadrage-là est utile. Donc, dans le cadrage institutionnel des normes, des règles et des croyances qui cadrent nos comportements, ces citations d'une réunion récente des Nations Unies montrent pourquoi les peuples autochtones ont des droits particuliers et des données. Et donc, il faut respecter l'opportunité et prévenir le risque. Ce sont des éléments clés. Et donc, ici, le cadrage est autour des droits de souveraineté des données autochtones. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que il y a des implications pour la souveraineté des données autochtones? Et clairement, la réponse est oui. Et comme les autres intervenants ont déjà indiqué, la fonctionnalité Internet a besoin d'infrastructures qui sont basées sur la Terre. Si nous considérons la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, cette citation souligne cet aspect. L'IA fonctionne à travers les infrastructures terrestres. Et cet aspect n'est rien de nouveau pour les peuples autochtones dans toutes les parties du monde, avec des types particuliers d'infrastructures, pas seulement les centres de données, mais les éoliennes, les plateformes pétrolières et aussi les barrages impactent souvent sur les terres et les eaux autochtones. Et c'est une histoire qui leur est familière, mais c'est super que cette conversation commence à parler de ces problèmes matériels. Le caractère matériel de l'IA, évidemment, dépend beaucoup des disponibilités hydriques, des câbles, des immeubles, des turbines, services de maintenance, les centres d'information, de données. Quand on parle d'IA, on doit également tenir compte de tous ces points. Et sur la carte de l'Amérique du Nord, on peut voir en rouge certains des endroits où on retrouve des centres de données dans les territoires autochtones et cela se reproduit ou le même schéma se reproduit dans différentes parties du monde au sein d'autres territoires autochtones. Et au cours des présentations antérieures, nous avons déjà vu comment est-ce que euh, les entreprises se déportent pour installer des centres de données. Donc, cela ne nous surprend pas que les activistes euh, manifestent leur désapprobation vis-à-vis de cette nouvelle forme de colonialisme en matière d'utilisation d'énergie électrique et hydrique. Pour ce qui est du cas de l'Australie, il y a une plus grande demande d'énergie, d'électricité et d'eau, et cela est davantage présent dans l'imaginaire social. Et la question est donc quelle est la valeur matérielle de l'IA et l'utilisation des ressources comme l'eau sont un point d'achoppement primordial. Je pense que c'est une question qui a un côté économique et certains des groupes autochtones avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont dit que l'IA contribue à la relance économique. C'est un point de vue matériel. Les entreprises, lorsqu'elles construisent des centres d'énergie éolienne, par exemple, pour alimenter en énergie un centre de données. Dans mon pays, par exemple, cela est récurrent. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les questions culturelles, éthiques et sociales sont aussi très importantes. Et elles sont communes à tous les groupes de la société. De toutes les manières,
have also been suggested, and you can see some of these solutions from a recent 2025 paper. So I'm going to move on very quickly to policy. So in New Zealand, we have a very active and demanding tribal leaders who have been working with the New Zealand government over the last 4 to 5 years and have developed a Māori data governance model with a vision of data for self-determination and cultural, social, economic and environmental decision-making. And key to this is the idea that data is a taonga or a treasure because of its relational aspects. As part of that, there are a set of attributes, or the PO as it's called here, that enable data for Māori self-determination. And this includes how AI technologies might be covered within that framework. And indeed, in New Zealand, we have Dans ces, cette réponse aux IA. Et donc, cela montre les demandes qu'il y a sur le gouvernement en termes d'IA. En Australie, si j'ai bien compris, il n'y a pas de politique gouvernementale qui inclut les autochtones, mais avant cette année, il y a eu un communiqué du gouvernement de quelque chose qui pourrait être inclus. Il y a eu une discussion en Australie autour de ceci est un papier de recherche sur l'IA et la santé. Ceux qui ont suivi ce qui a lieu, c'est utilisé de plus en plus. Et en Australie, il y a une forte réponse sur les droits de propriété intellectuelle, comme le copyright. Au Canada, sur les 9 points sur cette politique ou ces principes de valeur de l'IA sont mentionnés. Pour la dernière section de ma discussion, quelles sont certaines des pratiques? J'ai résumé brièvement 3 choses que je connais. La première sur l'infrastructure souveraine et la troisième sur les services publics. Donc, les personnes autochtones utilisent l'infrastructure digitale, particulièrement sur les terres autochtones. La première chose, c'est le contexte local. Et je suis, pour l'instant, coprésidente intérim de cette organisation. Et c'est une ONG, entreprise basée aux États-Unis, sur les terres Navajo, qui soutient les communautés pour identifier les droits en cours pour les connaissances traditionnelles de métadonnées. Je n'irai pas dans les détails. Donc, ce n'est pas une réponse spécifiquement sur l'IA, mais ça pourrait le devenir quand nous développons cette ONG et que nous réfléchissons aux implications de l'intelligence artificielle. La deuxième, c'est un repositoire de données et ce sondage est sur des terres qui opèrent dans la juridiction des tribus, donc les tribus Cheyenne et Sioux. C'est encore un exemple des États-Unis. Et ça, c'est un exemple de Nouvelle-Zélande. Tehiku, c'est une compagnie qui opère sous la juridiction des tribus. Et la compagnie développe des chatbox de langue maori et de la transcription automatique du langage maori qui utilise de l'IA qui est entraînée sur les données
de langage fermé. Ce que je veux dire par là, c'est des données de langue maori, de radio, d'autres sources, et qui peuvent seulement, auxquelles on peut accéder à travers une licence particulière qui s'appelle une licence KTUI. Et donc, à l'inverse des compagnies comme Google, OpenAI, Google, etc., ils ne peuvent que accéder aux données pour certaines qui ont accès à toutes les données. Dans ce cas, ils peuvent que accéder sous certaines, en suivant un certain protocole. Donc, par rapport aux manifestes ou des papiers de positionnement, ici, il s'agit d'un groupe d'il y a 2 ou 3 ans qui ont donné et qui ont développé depuis un certain temps un programme d'entraînement IA qui s'appelle les Abundant Intelligence, l'intelligence abondante, qui parle de 3 questions principales. L'IA est donc synonyme d'abondance. Et enfin, nous avons cette diapositive qui est très intéressante. Il s'agit d'une analyse analytique de l'IA pour savoir comment elle procède et comment est-ce qu'elle classifie les données qu'elle génère. Je sais qu'il y a énormément de choses qui se produisent dans différents pays, y compris en Afrique, mais voilà ce que j'avais à dire de mon point de vue. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations et merci d'avoir partagé avec nous ces idées qui, de fait, euh, nous permettent d'embrayer sur le cadre politique et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler et utiliser l'IA. Donc, nous allons à présent passer la parole à la société civile pour voir comment est-ce qu'ils promeuvent les droits des populations autochtones, quelles sont les perspectives d'alliance avec les ONG et quelles sont les pratiques justes qui permettraient de garantir les droits des populations autochtones. Merci, Tommy. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai pris froid, donc je m'excuse parce que ma voix n'est pas au mieux de sa forme. Je voudrais parler de 3 aspects en particulier qui ont déjà été abordés par mes prédécesseurs. Je voudrais revenir sur l'impact sur l'environnement qui est causé par l'IA. Marianne a parlé de pouvoir-exclusion et cette relation de pouvoir est très importante. Et je voudrais également revenir sur ce que Katharina a dit qui présentait un contexte un peu plus local. L'IA remet en question la perspective selon laquelle nous prenons les décisions concernant l'avenir de la planète. Et il y a une tendance qui ressort. Il y a un train qui est en train de sortir de la gare et on peut monter dans ce train, mais rien ne changera. On peut également réfléchir sur la question de l'accès aux données, la promotion de l'information, en faire quelque chose plus inclusif et on peut également parler de la gouvernance territoriale. Pour que les données atteignent leurs objectifs, elles doivent servir non seulement les sociétés, mais la planète. Donc, le travail de Learn Portal est de créer des ponts entre les sociétés, les cadres de connaissances et essayer de savoir, de déterminer les équilibres de pouvoir. Nous devons y faire face, donc il importe de réfléchir sur ces concepts clés, comme l'a dit Katharina. Je voudrais revenir ici sur la notion de convenience territoriale et voir dans quelle mesure est-ce qu'on définit les données dans ce cadre, comment est-ce que les activistes publics utilisent et contrôlent l'accès aux territoriaux de manière à ce que ce soit démocratique et équitable.
On voit que tout ce qui concerne les données, l'IA est beaucoup plus orienté vers les entreprises et pour ce qui est des politiques, des standards, des normes, c'est très intéressant parce que lorsqu'on parle de la souveraineté des données autochtones, cela se traduit pour moi par la transparence de la gouvernance des données, le droit de pouvoir gérer soi-même ces données et nous pouvons à cela nous ne pouvons pas substituer les droits humains. Donc, pourquoi substituer les droits à la gestion de ses propres données? Quand on parle de gouvernance des données, quand on parle de souveraineté des données autochtones, la souveraineté des données autochtones se présente comme une manière novatrice de réfléchir à l'utilisation de ces données, mais ça devrait en réalité être la normale. Ça devrait être la manière dont nous tous nous pensons, nous prenons la chose. Lorsqu'on parle des données ouvertes, l'augmentation de l'amélioration de la transparence, nous devons nous demander si on le fait suffisamment pour atteindre une démocratie numérique pour les biens publics. Et nous devons également voir l'utilisation du pouvoir qui, en effet, et si on faillit à le faire, les données vont plutôt accompagner de nouvelles formes d'exploitation et vont continuer de perpétuer ces systèmes qui existent déjà et qui sont des systèmes d'exploitation et d'inégalité. Donc, si nous voulons procéder à cette digitalisation à l'attention du public, nous devons garantir le pouvoir de consommation, sinon nous allons continuer à perpétuer ces inégalités. Et cette notion de démocratie numérique va rester un rêve vain. Ou, ou tout simplement une nomenclature occidentale auquel ils ont recours pour nous faire miroiter des choses. Les Occidentaux assurent le monopole et ce sont eux qui contrôlent la narrative mondiale. Et ils donnent l'impression que les choses tiennent compte des faiblesses et des difficultés et des droits des autochtones, mais ce n'est pas le cas. Si nous voulons promouvoir ce changement en s'appuyant sur ces principes justes, nous devrions, afin de garantir que ces données soient plus intégrées et que les principes d'attention se focalisent sur les communautés et sur les données qui se cachent derrière ces communautés. Il faut que ces communautés puissent jouir de la souveraineté sur les dites données. Cela nous permet de nous rappeler que l'IA et la digitalisation ne sont pas seulement des questions techniques ou une réponse aux problèmes auxquels nous faisons face, mais il s'agit également de questions politiques. Il y a également une dimension morale. Donc, ces principes sont complémentaires. Donc, comment est-ce que l'N-Portal, comment est-ce que les organisations, comment est-ce que nous pouvons servir, nous pouvons jouer le rôle d'alliés à la souveraineté autochtone et la gouvernance des données pour les communautés autochtones? Je voudrais donc parler ici de 4 opportunités. Premièrement, comment est-ce que nous pouvons créer des espaces des espaces numériques sûrs pour garantir la souveraineté des données autochtones? C'est quelque chose que nous appuierions, que nous accompagnerions. L'N-Portal est donc un bien public certifié par le PNUD et nous pouvons créer cet espace pour échanger des connaissances, partager à travers une plateforme, faire une évaluation des données afin de
garantir que les données aient une signification culturelle. Nous pouvons essayer ce type de conversation pour aider à l'identification et à la conception de narratifs qui sont conçus au niveau local, dans un contexte local. Nous pouvons également essayer de créer et de partager des infrastructures. Nous avons beaucoup entendu parler de l'impact sur l'infrastructure, sur les modèles de l'IA. Comment est-ce qu'on peut euh, ouvrir des infrastructures qui serviraient de bien public et qui influeraient sur la codification et qui seraient disponibles également sur d'autres plateformes au niveau local sans toutefois porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté autochtone. L'unique manière de travailler en tant qu'allié, c'est d'analyser les opportunités selon lesquelles nous pouvons continuer à contribuer au traitement des données. Nous voulons étendre les narratifs qui souvent sont rendus invisibles. Les autochtones ne sont pas vus, ne sont pas entendus. Nous pouvons également travailler sur la structure des données internes. Nous voulons nous connecter à des groupes de données diverses qui très souvent ne sont pas véhiculés. Euh, des données concernant le territoire, l'environnement, pour donner plus de visibilité à des perspectives qui sont peu connues, mais qui sont tout à fait intéressantes et pertinentes. Avoir accès à l'information, aux données, est un droit humain fondamental. C'est un droit qui permet d'autonomiser les individus. Il est très important que l'Union africaine, l'Union européenne, euh, adopte des lois comme cela a été le cas en Amérique latine. Donc, je pense que les données constituent un exercice technique très important et jouent un rôle fondamental dans l'exercice des droits humains parce qu'ils émanent de la Magna Carta qui stipule quels sont les droits humains fondamentaux. Je pense avoir parlé suffisamment lentement pour les interprètes. J'ai parlé de tous les points qui me semblaient importants en dépit du temps qui m'était imparti. Quelles sont les opportunités que nous avons en matière de gouvernance pour l'avenir? Comment est-ce qu'on peut intégrer la souveraineté des données autochtones et les principes de justice et de prise en charge dans une conceptualisation qui serait éthique de l'IA et d'autres initiatives digitales? Katharina a parlé des droits territoriaux, elle a parlé de l'exploitation minière. Comment est-ce que ces notions de souveraineté de données autochtones se peut être incorporées dans cette mentalité dès le départ? Parfois, nous avons tendance à penser que les données sont le résultat d'une extraction de données ou de la titularité de la terre ou des programmes. Donc, nous devons intégrer les initiatives d'emblée pour voir comment interagir avec les communautés locales pour que cela s'applique aux outils de biodiversité, tous les cadres qui ont été mis en œuvre au niveau mondial. Ensuite, nous devons améliorer la représentation. La représentation dans les débats sur la digitalisation mondiale, les stratégies, les formulations des politiques, la conception des politiques. Nous devons avoir beaucoup de stratégies et être présents dans les débats parce que sinon, il va nous passer sous le nez un nombre incalculable d'opportunités. Euh, un- en nous focalisant sur la notion de biens publics, les biens publics numériques. Les biens publics doivent contribuer au bien-être de la population. Et je crois que les technologies numériques ont un grand potentiel à ce titre, un potentiel illimité, et respectent également, mais elle peut également causer des torts incalculables. Euh, c'est vrai, il se peut qu'il y ait des priorités différenciées en fonction des acteurs. Donc, nous devons mettre en œuvre une approche qui soit absolument personnalisée, orientée pour atteindre des objectifs positifs. La solution DTG pour contribuer à la mise en œuvre locale,
C'est pour tout cela, pour toutes ces raisons que dans un contexte local, nous devons faire une interprétation et une mise en œuvre circonstanciée qui soit pertinente et qui respecte les conditions locales. Je ne sais pas si on aura le temps, mais j'aimerais clôturer mon intervention en disant ceci. Les données ouvertes et la souveraineté des données autochtones, les deux composantes peuvent nous aider à circonscrire l'usage de l'IA et garantir que son usage ne serve pas simplement les algorithmes ou la caisse noire de l'infrastructure qui l'accompagne, mais qu'elle soit également un lien avec le pouvoir et la connaissance, parce que le risque que nous courons, c'est que l'IA s'étende autant pour moi et cause davantage de tort à nos populations et à nous-mêmes. Pour ce qui est euh, nous devons essayer d'atteindre des consensus généralisés, reconnaître le lien que l'IA a avec le pouvoir et la connaissance. Si nous voulons simplement nous baser sur la souveraineté autochtone et la notion de consentement préalable, informé et libre, là, nous sommes en train de parler de gouvernance digitale. Pour ce qui est de l'extraction aussi, on transforme l'IA pour qu'elle se base sur la réciprocité. L'utilisation des données ouvertes va nous permettre à nous, les ONG, de nous tenir aux côtés des PACL. Je ne sais pas si mes idées sont bien formulées, mais je dis toujours que nous devons accompagner les populations. Nous devons nous assurer que l'IA, les technologies et les politiques publiques soient des outils qui servent la justice publique et qui soient utilisés au bénéfice des Autochtones. Si on ne peut pas y arriver, nous n'allons jamais réussir à obtenir les résultats escomptés. Merci beaucoup, Tony. Merci d'avoir aborder ces différents points, notamment l'importance de l'IA, pas seulement en tant que technologie virtuelle, mais également qui soit étroitement liée au pouvoir, aux droits et à l'intégrité environnementale. Nous passons également à présent à la session de questions-réponses. Donc, je vais vous demander de répondre aux questions. Nous avons eu une question très générale. Tout le monde a partagé ses idées et pour voir dans quelle mesure nous pouvons partager, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue pratique pour mieux encadrer cette situation et voir dans quelle mesure nous pouvons également accélérer l'évolution en tenant compte que les gouvernements, les entreprises qui prennent des décisions sont des décisions qui sont prises très loin des territoires autochtones et des personnes de manière générale. Est-ce qui voudrait répondre à cette question? I can share, Paula, if that's okay. Please, Brian. Thank you, it's a very interesting conversation. I want to address one of the questions directly from the Q&A. This is an anonymous attendee who's asking that I notice much of the discussion frames AI primarily as a violent technology, a threat, a problem, something negative. But isn't there a risk that this perspective unintentionally infantilizes indigenous peoples by denying their agency and self-determination in choosing how to engage with this technology? Of course, and I think I want to address it directly to say, I think we all support indigenous people's self-determination to choose for themselves what the technology can do for them. And no one can deny that there can be some noble causes for the use of AI. We heard about land data, and we talked about also language revitalization. Katharina was sharing about this and the projects that they are undertaking. But we cannot deny either that AI is part of a system.
And we have to be able to zoom out and take a look at the system and understand that this is not just, again, an amorphous thing, a tool that we can only use. We have to understand its consequences on people. And there are various reports that say that AI is going to wipe out millions of jobs in the next few years. So I think it's important for us to understand its consequences and to support Indigenous people's self-determination. How are we going to support Indigenous peoples who decide not to take part in AI technologies? Many Indigenous peoples already live in the periphery of established systems at this point. And so we want to emphasize that the need for justice. And I just want to just quickly share one more time, right? This is what we see at the top. We see the artificial intelligence. But at the bottom, this is all resting on land, on water, and data. And I think it's very important for us to reflect on those issues. And we support Indigenous people's self-determination to make those decisions for themselves, right? Thank you. Thank you, Brian. Tommy, go ahead. Yeah, thank you, Brian. I mean, I think I agree with you. It's important. I think it's a very important question because I do think that it is important that we don't only frame um, Indigenous people or conversations about Indigenous people and technology as being fundamentally in opposition, as one where we guard against the threats only. Um, so I think it's an important question because it makes us aware of that. It's also about how can people use those technologies to their own advantage in a sort of way to advance their societal and political objectives. So thank you for that. I wanted to address the following question, which are about the tensions between sort of open data and indigenous data sovereignty. How do you think the benefits of open data with the rights of indigenous people to their own data are balanced? And I think I try to say that when I look at indigenous data sovereignty as a concept, I find it not at all in conflict with any of the sort of propositions around open data. Open data is similarly an attempt to actually take control around data by people. The idea that governments alone or tech corporations alone in some sort of black box are deciding who gets to see what about whom, when, and for what purpose. That is actually what open data is, in a way, in opposition to. Open data is not about data publication without rules or without consent or without appropriate standards. Open data simply asks that, like indigenous data sovereignty concepts, that people are informed what is shared about them, that they contest that they are part of the system, that they're part of the decision-making process, and also includes the right, I guess, to opt out. I mean, Brian has also kind of referred to that. So I don't see a tension between open data and indigenous data sovereignty. I think they speak to the same core desires about being valued as contributing members of society that have agency and that have the right to make decisions about themselves, about their communities, and about their environment, and have a say in the future of the planet. So from that perspective, I think these are two very closely aligned concepts, actually. And I wish some of the open data, sort of the indigenous data sovereignty concepts become actually just concepts about data sovereignty. Thank you. Katharina, your hand is up. I think we're having a very interesting conversation going. So let's go, Katharina, and then Mary. Yes, so Oui, thank you donc, for that last comment. merci pour le dernier commentaire. I think we often find, Je I pense don't que nous know voyons if souvent, it's others' je ne sais experiences, pas si but c'est les mêmes what expériences feel des like autres, novel, mais ce insightful, qui nous paraît être nouveau, commentary from les commentaires nouveaux Indigenous de la people plupart des peuples just autochtones, makes en fait, sense. a du sens. And the fact that others are Et le still fait que d'autres sont mystified si étonnés by par it cela sounds like, m'étonne. isn't this just what good things look Est-ce que like? ce n'est pas juste So des that would bonnes be my choses? first comment. Ce serait mon premier commentaire. What are the
Et la deuxième, c'est quels sont les points d'intervention? Oui, parfois, l'IA et les technologies dont Mariana a parlé peuvent parfois, on a l'impression que c'est très ultra puissant et au-delà du contrôle des humains, mais il y a plein de points d'intervention. Et le plus clair, c'est le marché. Le marché en ce moment a faim pour ces technologies et qui sont les moteurs de ce qu'on a vu. Et, mais à un certain point, cela, ça va s'arrêter car c'est insoutenable, il n'y aura jamais assez d'argent. Et beaucoup de personnes, oui, vont perdre leur travail. Nous sommes tous imbriqués dans l'IA à travers les fonds d'investissement. Nos gouvernements investissent dans ces organisations et à un certain moment, leur investissement ne pourra plus continuer. Donc, qu'est-ce qui va rester? Donc, c'est là où notre conversation doit réfléchir à ce qui va se passer ensuite, qui est une approche beaucoup plus localisée et décentralisée, une approche à la technologie. Donc, il ne faut pas aller dans la dépression de Hollywood, les scénarios euh, dystopiques où les robots vont contrôler le monde. Il faut plutôt avoir une vision optimiste que certaines personnes ont. Dans le contexte de la COP, par exemple, moi j'étais la semaine dernière à une conférence de l'adaptation humaine au réchauffement climatique en Nouvelle-Zélande et je n'ai pas entendu le scénario dystopique. J'ai entendu la résilience, j'ai entendu les jeunes qui ont confiance dans l'avenir, qui ont de l'espoir. Et donc, je pense que l'intervention, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui a été à New York et qui a travaillé sur la durabilité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus intéressés dans la technologie en tant que outil de soutien aux problématiques globales de l'adaptation au changement climatique, mais ils vont devoir être beaucoup plus décentralisés. L'idée des plateformes qui sont connectées, on en a parlé à la conférence la semaine dernière. Je pense que ce genre d'approche peut être localisée. Elles prennent en considération les meilleures pratiques et sont beaucoup plus légères sur nos ressources, une empreinte plus légère sur nos ressources. Donc, ici, les questions que l'on se pose, ce sont des questions d'innovation. Comment avoir un impact plus léger? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autochtones qui veulent être en première ligne de cette conversation. Merci, Katharina. Marie, allez-y. Oui, moi, je voulais juste commencer avec quelque chose que Catalina a parlé dans sa présentation. C'est une phrase qui dit que la fonctionnalité Internet requiert des infrastructures terrestres. Et ce qui a capturé mon attention, c'était que la relation entre le numérique et la Terre est inextricable. Et je pense que c'est ce qui a été montré dans nos présentations. C'est un point central de toutes les discussions sur comment l'IA impacte nos vies, nos communautés traditionnelles, comme nous l'appelons au Brésil, qui comprend les communautés autochtones, les Quilombola, qui sont les anciennes communautés qui ont été enslavées de afrodescendants et qui maintenant habitent des territoires. Ce sont des communautés où il y a la meilleure préservation de la terre, et spécialement ici au Brésil. Car il y a les terres qui sont reconnues comme appartenant à ces communautés, sont en fait les terres qui sont les mieux préservées. Cela a été étudié. Et donc, il s'agit des terres où les grandes compagnies technologiques et d'autres infrastructures sont en train dans lesquelles les compagnies sont en train d'avancer maintenant. Et donc, dans le cas des centres de données, ici au Brésil, nous avons un énorme centre de données TikTok qui est construit dans le nord du Brésil, qui est en train d'être construit
mais il est construit sur les terres autochtones, le peuple Anassa, et jusqu'à très récemment, ces gens ne savaient même pas qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui allait se passer sur leur terre. Il s'agit de centres de données à hyper échelle qui sont imposés sur ces peuples, et imposés non seulement sur les peuples autochtones qui dépendent de la terre, mais en fait, nous dépendons tous de cette terre. Même l'Internet et toutes ces technologies dépendent de l'utilisation de la terre pour construire leur part du marché et leurs produits et pour stocker des données. Et donc, je pense qu'une chose, c'est que quand nous parlons, une des questions ici et qui était quelle devrait être l'approche des personnes dans les territoires qui alimentent les ressources d'IA? Est-ce que c'est l'adaptation? Est-ce que c'est la confrontation? Je pense que tous ensemble avec les communautés, nous pouvons aider à informer les gens. Car comme a dit Paula, c'est quelque chose qui avance très rapidement et parfois, on n'a même pas idée de quels vont être les impacts d'un centre de données à hyper échelle aura sur votre territoire. Ici au Brésil, nous avons eu une coalition entre un média indépendant qui a publié plein d'articles informés sur l'impact de ces centres de données et la course à la mise en œuvre de ces centres de données qui sont implémentés principalement sur des terres communautaires. Et les peuples Anasana du nord du Brésil s'en sont seulement rendus compte grâce à ces articles que ce média a publiés et l'action d'une organisation qui est partenaire, qui est avec nous, qui s'appelle DECI, qui est l'Institut de la défense des consommateurs. Ils se sont mobilisés et ont informé les communautés Anasta et maintenant ils ont, ils essayent d'avoir accès à leurs droits pour qu'ils puissent, parler de si oui ou non ils veulent ce genre d'infrastructure sur leur territoire. Ils sont à une étape en arrière en fait et donc ils luttent la construction sans même avoir de consentement éclairé sur leur territoire. Donc une des choses, c'est que l'adaptation, la confrontation, et en fait il faut connecter ce qui n'est pas toujours connecté. Il faut connecter la résistance et la résilience au territoire pour que nous puissions aider, non seulement aider, mais aussi construire les luttes contre l'avancée des infrastructures de l'IA. Merci Marie. Tommy, j'ai vu que vous aviez brièvement levé la main. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose très rapidement avant que nous terminions parce que nous devons clôturer? Je peux mettre mes commentaires dans le commentaire de clôture si on peut avoir déclaration de clôture très rapidement. Oui, exactement. On va passer à ça d'abord pour terminer, mais je vais inviter chacun de vous pour faire une déclaration de clôture très rapidement. Il nous reste 4 minutes pour terminer la réunion à temps, plus ou moins. Bon, c'est vrai qu'ici, moi je suis péruvienne, le temps est un peu flexible, mais nos interprètes devront y aller. Donc, s'il vous plaît, on va faire dans l'ordre d'apparence vos commentaires de fin de la réunion, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais clôturer en disant que les technologies d'IA en minéraux qui sont critiques pour leur infrastructure et leur extraction a lieu plus rapidement que les sauvegardes sont établies. Nous savons que 50% des minéraux de transition énergétique sont extraits des terres autochtones actuellement et beaucoup de ces minéraux sont les mêmes utilisés pour les technologies IA. Aussi, pour dire rapidement qu'aucun pays dans le monde soutient les droits des peuples autochtones au minimum qui est mis dans la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones. Donc, il faut avoir une approche basée sur les droits
pour nous assurer que les peuples autochtones ne payent pas les conséquences, spécialement en lien avec l'utilisation de l'eau, des minéraux, des terres. Nous avons aussi besoin d'un système de traçabilité global pour comprendre où les minéraux sont extraits pour les technologies IA, quelles sont les conséquences, et nous avons besoin de transparence pour comprendre quels sont les impacts. Et finalement, nous avons déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires. Et donc, comment nous agissons à partir de maintenant est important. La technologie n'est pas mauvaise de façon inhérente, mais nous devons la regarder comme un système. La technologie doit doit réagir aux réalités de la planète pour ne pas répéter les erreurs du passé, que l'IA ne devienne pas la domination à travers de nouveaux outils. Nous soutenons l'autodétermination des peuples autochtones et nous devrions continuer ces discussions pour comprendre comment elle peut être utilisée comme un outil pour le bien. Merci. Thank you so much, Merci Brian. beaucoup, Brian. Marie, allez-y. Moi, je veux juste, c'est quelque chose que Brian a dit aussi, c'est un système, un problème systémique. Nous faisons face à un système, à un problème systémique. Et l'intelligence artificielle et la technologie en général n'est pas le problème en soi, mais nous avons travaillé avec ce qu'on appelle des solutions régénératrices de l'IA et non ces systèmes IA à hyper échelle comme les, les modèles de langue pour la représentation de langues plus diverses dans les systèmes d'IA. Et donc, je pense que cela connecte aux problématiques d'être un problème systémique, car nous n'avons pas besoin d'accepter que tout ce que les grandes compagnies technologiques mettent dans nos têtes. L'intelligence artificielle n'est pas juste l'intelligence artificielle qui vient de ces grandes compagnies technologiques. Nous, le peuple, pouvons aussi développer. Bien sûr, il y a une grande connexion, mais il y a aussi un imaginaire qui est construit et imposé sur nous, sur qu'est-ce que représente la technologie et quelle est la technologie que nous avons besoin, dont nous avons besoin dans nos vies. Et en général, cela est connecté aux intérêts, des profits de ces grandes compagnies technologiques et les grandes compagnies agricoles et le pouvoir économique et politique et foncier. Donc, je pense qu'il faut aussi penser à différentes façons de faire face à la technologie. C'est important pour nous, pour pouvoir lutter contre elle. Merci. Thank you. Thank you, Maddie, so much to reflect. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la discussion. Katharina, your floor is Katharina, à vous. Thank you, Paula. Merci Thank you Paula et for merci contributing aux autres to intervenants. Ça a été un to plaisir d'écouter vos comments commentaires and et gain insight de from comprendre I would vos say that perspectives, yes, vos observations. there are Moi, je systemic dirais qu'il y a des issues, problématiques but systémiques these are systemic et issues que ce sont des problématiques de and racisme, de colonisation globalisation et de and globalisation increasingly et oligopoly. aussi des These have been with us for a long oligopolies time qui and sont avec nous behaviours depuis or longtemps. Et donc patterns maintenant, les comportements commencent à être plus apparents maintenant parce que nous le of voyons devant nos propres yeux, mais ils ont toujours été là. Mais même, So I nous would sommes toujours say là. that Et donc, je comes from dirais local qu'il y a beaucoup activities d'activités locales qui happen, peuvent avoir which lieu et qui should devraient happen. avoir lieu. So some Et of those donc, things are certaines de ces really choses selective sont about autour d'être très what is sélectives de actionable ce right qui est now. actionnable à l'heure actuelle. If it is around Si il land s'agit de resources, ressources then I think that in foncières, itself is eh the ben, answer cela to pourrait être if it is en around elle-même une réponse à ethics, l'IA. Si c'est then autour de la gouvernance, des that's in technologies itself the answer de to l'IA and I et des see both données, of those ça pourrait être aussi une réponse à l'IA. Et donc, je vois ces deux choses qui ont lieu simultanément et elles devraient avoir lieu à tous les niveaux. Donc, je suis assez optimiste, mais je ne sais pas si nous allons pouvoir être assez rapides. S'il y a des façons donc d'accélérer ces activités à travers des plateformes d'unification d'informations, ça serait vraiment utile. Merci. Thank you. Thank you, Merci, Katharina. Katharina. Again, Tommy, you have the Tommy, final à words vous de to clôturer. Vous avez les finish derniers this mots. section. Thank you,
Merci beaucoup. Donc, ça a été fantastique d'écouter vos trois présentations et aussi votre introduction, Paola, qui est vraiment assez poignante. Je voudrais juste te dire que l'inégalité est montrée par l'IA est une réflexion des inégalités existantes. Le pouvoir de la politique et du capital est ce que nous voyons ici. Nous pouvons aussi choisir de devenir des utilisateurs ou des clients de l'IA ou pourront devenir des contributeurs de l'IA, façonner comment cela fonctionne. Donc, parce que une des choses de l'IA, c'est que les perspectives marginalisées vont disparaître et on va avoir un point de vue qui sera mis en avant comme le point de vue mainstream. Donc, comment euh, faire que les points de vue minoritaires rentrent dans les mécanismes de discussion globaux? Nous avons parlé des défis techniques, qu'est-ce que nous pouvons faire, ce qui peut être implémenté par les personnes et les objectifs dans les initiatives de gouvernance foncière. Mais la souveraineté des données autochtones montre que l'utilisation des données et les initiatives d'IA peut assurer les libertés fondamentales. Et je pense que Katharina a dit que parfois les gens sont étonnés par la sagesse. Et moi, je suis surpris quand les gens parlent de souveraineté des données autochtones, c'est presque défini comme une zone niche, alors qu'en fait, ça devrait jouer un rôle beaucoup plus grand dans la gouvernance des données en général. Et par rapport à nos données, nos libertés fondamentales, ça peut soutenir nos services économiques sur Terre, peut nous aider à voir comment nous collaborons et construisons la confiance dans les données et créons de l'éthique, la justice et l'équité, que ça devienne central à la gouvernance digitale et aux initiatives de l'IA. Donc, je veux remercier tout le monde de m'avoir donné l'opportunité de partager quelques idées dans cette discussion et j'ai hâte d'entendre plus de votre part à l'avenir. Merci beaucoup. La conversation va continuer. Nous allons continuer à discuter de ce sujet. Je veux dire, je dois dire à Carole que vous nous quittiez, nous pouvons continuer à envoyer des questions en lien avec cela. Et si vous allez aller à la COP à Belém dans quelques semaines, Philippa Bailey et moi serons présents et nous adorerons pouvoir nous engager avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nos contacts sont dans le chat. On aimerait continuer cette conversation et aussi amener cette question à l'espace de la COP pour continuer à demander comment est-ce que les connaissances politiques, économiques, financières peuvent être utilisées pour servir la justice territoriale. Continuons à poser des questions et accélérer les conversations pour voir si nous pouvons suivre la transformation de l'IA. J'adorerais vous inviter mardi prochain. Nous avons notre prochaine et dernière séance de l'année pour les briefings Groundwork. Nous allons continuer avec nos webinaires l'année prochaine, mais cette année, le dernier webinaire sera mardi prochain et c'est le sprint final à la COP30 qui sera modéré par ma collègue Philippa Bailey. Donc, il s'agit du mardi 29 à la même heure qu'aujourd'hui. Certains d'entre vous ont probablement vu l'invitation déjà dans le chat. Nous avons aussi un formulaire pour avoir vos retours, pour voir, vous pouvez nous communiquer les sujets que vous voudrez qu'on couvre l'année prochaine dans nos webinaires. J'aimerais remercier tous nos partenaires et nos intervenants et tous les interprètes qui nous ont rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de vérifier dans le chat pour toute l'information. Si vous étiez enregistré à ce webinaire, vous allez recevoir un mail avec le lien pour l'enregistrement du webinaire. Mais nous avons aussi une chaîne YouTube où tous les enregistrements de cette année et des 2 années précédentes sont déjà disponibles. Et nous allons aussi lancer une série de podcasts qui vont synthétiser certaines des conclusions de ces conversations. Merci beaucoup aux intervenants, aux interprètes, à l'équipe technique qui nous soutiennent dans le fond. Merci à tous. À la prochaine.